Bonjour, bienvenue dans cette chronique économique mensuelle que je vais animer toute l'année sur Blast. Mon but, simplement vous expliquer comment fonctionne l'économie afin que vous compreniez un peu mieux le monde de dingo dans lequel nous vivons. Pour cette 5e émission de Comprendre l'éco, j'ai choisi de vous parler de l'agriculture, un sujet d'actualité qui semble très compliqué, mais où, nous allons le voir, les solutions sont évidentes. On est là, on a envie de vivre de notre boulot parce que c'est bien ce qu'on fait, on est heureux de le faire et on a envie de pouvoir continuer à le faire. Mais quel jeune futur paysan a 1 million d'euros à mettre sur la table et a envie de se retrouver pris à la gorge par des banques ? Un paysan se suicide tous les 2 jours, c'est la non-solution. On ne voit pas d'autre solution que ça et la seule solution, c'est de sortir de la vie. Les revendications des agriculteurs sont nombreuses. Dénonciation des normes réglementaires et écologiques, contestation de la politique de l'Union européenne, et notamment de son Green New Deal, c'est-à-dire en bon français, sa nouvelle donne verte. Dénonciation aussi des marges excessives de la grande distribution. Et, le pire du pire bien sûr, des revenus trop faibles qui empêchent celles et ceux qui nous nourrissent de vivre dignement de leur travail qui est pourtant parmi les plus difficiles, les plus exigeants et les plus contraignants qui soient. Et le bilan, c'est cet échec collectif incroyable. Aujourd'hui, la moitié des fruits et des légumes que nous mangeons, qu'ils soient frais ou surgelés en France, sont importés. De l'autre côté de l'assiette, il y a nous, les non-agriculteurs. Nous sommes nombreux à critiquer l'agriculture traditionnelle, à lui reprocher de trop polluer et d'utiliser trop de pesticides, qui sont des dérivés du pétrole. Et même, certains d'entre nous accusent les agriculteurs d'être des empoisonneurs. Ces critiques sont rudes, mais elles sont malheureusement en partie justifiées. Dans le village de Prégnac en Gironde, des enfants sont 6 fois plus atteints de cancer que la normale à cause des vignes situées à proximité où les agriculteurs pulvérisent des pesticides. La vigne jouxte l'école primaire dans ce village où la majorité de la population travaille pour la viticulture. Pour l'ancien maire, cela ne fait pas de doute. Les pesticides de la viticulture sont responsables. C'est de la folie totale. Menacer la vie de nos enfants pour produire du pinard, c'est vraiment n'importe quoi. Certes, vous allez me dire, cet exemple est extrême et vous aurez raison. Mais il existe et ce n'est pas pour rien. Et les premières victimes de tout ce système, ce sont bien sûr les agriculteurs qui sont plus atteints que le reste de la population par plusieurs cancers, comme le mélanome de la peau, le cancer de la prostate et le cancer du sang. Comment en êtes-vous venu à bannir les éléments chimiques dans votre culture ? C'est venu parce que j'ai manqué de m'empoisonner avec les traitements. À la suite de traitements assez répétés, j'ai craché le sang pendant plusieurs jours. Et c'est ce qui m'a décidé à arrêter totalement. Parce que non seulement je m'empoisonnais, mais je me suis aperçu que j'empoisonnais les autres aussi. Étonnant, non, pour des personnes qui respirent le bon air de la campagne toute la journée. Hervé Treuil a cultivé des pommiers toute sa vie en Corrèze. Il est aujourd'hui gravement malade, conséquence d'une exposition importante à des produits toxiques qu'il utilisait autrefois, comme beaucoup de ses collègues. Un petit point de méthode à présent. Que ce soit à propos des retraites, du chômage, du logement, de l'immigration ou donc de l'agriculture, les débats économiques sont toujours très mal posés dans la sphère politique et médiatique. Comment en sortir ? Comment calmer nos cerveaux ? Comment comprendre ce qu'il se passe ? Pour cela, il n'y a qu'une seule solution, nous poser les bonnes questions. Ici, la question évidente, c'est « Sommes-nous un pays capable de produire suffisamment de nourriture saine pour nourrir l'ensemble de la population ?» Et la réponse, dans notre France bénie des dieux, c'est bien sûr oui. Alors, comment en sommes-nous arrivés à cette situation folle où la moitié des fruits et légumes que nous consommons sont importés ? Pour le comprendre, faisons un petit retour vers le passé. L'agriculture a été l'objet de la principale politique économique européenne, et cela depuis le tout début de la construction européenne. La politique agricole commune, la fameuse PAC, est à mon avis même en réalité la seule réelle politique économique qui ait jamais existé dans l'Union européenne. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'elle a en fait parfaitement réussi. Quelle est la situation en Europe après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin des années 50 ? C'est celle d'une dépendance alimentaire. L'Europe, à l'époque la Communauté économique européenne, la CEE, ne compte que 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Italie et les 3 pays du Benelux.
Cette Europe à 6 n'est pas capable de produire assez de nourriture pour tous ses habitants. L'agriculture européenne connaît un énorme retard, notamment par rapport aux États-Unis. En Europe, rendez-vous compte, les exploitations agricoles sont toutes petites. On est encore dans des fermes largement familiales. Aux États-Unis, l'agriculture est déjà devenue industrielle. Les exploitations y font en moyenne 100 hectares. Au contraire, l'exploitation agricole européenne typique ne fait, elle, que 5 hectares. Elle est toute petite. Et donc, comme les surfaces sont petites, les rendements sont beaucoup plus faibles. Le résultat, donc, c'est qu'on manque de nourriture produite en Europe. 20% de ce que les Européens mangent à ce moment-là est importé. La PAC, la politique agricole commune, va reposer sur 3 principes, très simples, très efficaces. Premier principe, un tarif extérieur commun, c'est-à-dire tout simplement des droits de douane sur les produits agricoles qui sont importés. Deuxièmement, la construction d'un marché unique européen, au sein duquel les règles sont les mêmes, et où en particulier, les États ne sont pas autorisés à aider leurs agriculteurs nationaux plus que les autres. Troisième et dernier principe, le plus important, un prix d'intervention, c'est-à-dire un prix minimum d'achat garanti aux agriculteurs. Quels que soient les cours mondiaux qui fluctuent énormément, comme par exemple ceux du blé, l'Europe, la CE, garantit aux céréaliers français européens un prix minimum d'achat. Ce prix sera en général très supérieur au cours mondial, afin justement d'inciter les céréaliers à produire plus, à gagner de l'argent, à se moderniser. La PAC sera un succès dingue, très rapide. L'agriculture européenne va recourir aux tracteurs, aux pesticides, au prix d'un très fort endettement. Mais les résultats seront là. Les rendements agricoles vont exploser. L'Europe va redevenir autosuffisante sur le plan alimentaire dès la fin des années 1970. Le succès va même aller encore au-delà. D'importatrice nette de nourriture, l'Europe va devenir exportatrice de viande de céréales, ce qui va d'ailleurs susciter de nombreuses protestations de la part des Américains qui critiquent ces exportations européennes de nourriture subventionnées par la CE, même si eux, de leur côté, font exactement la même chose. L'un des résultats de la PAC, ce seront ces montagnes de beurre et de lait qui faisaient la une des journaux télévisés dans les années 1980 et qui donneront d'ailleurs l'idée à Coluche de créer en 1985 les Restos du Cœur. Et oui, au début, les restos fonctionnaient à partir de la récupération des stocks invendus de nourriture issus de la PAC. Merci l'Europe. Bien sûr, la PAC a de nombreux inconvénients et c'est pour ça qu'elle a été réformée plusieurs fois depuis. Le premier, c'est que cette politique est très inégalitaire. Regardez, c'est facile à comprendre. Supposons encore que vous soyez céréalier. Si la puissance publique européenne vous garantit un prix d'achat élevé pour chaque tonne que vous produisez et que vous disposez d'une grande exploitation agricole, vous aurez alors un double bénéfice. Vous pourrez vous mécaniser. Vos rendements pour chaque hectare vont être très élevés et comme vous avez de nombreux hectares, votre production va être énorme. Et donc, vos revenus aussi. Et c'est comme cela que les céréaliers de la Beauce sont devenus millionnaires. Cet aspect inégalitaire de la PAC était prévu. Tout le monde savait que ça allait se passer comme ça. Mais c'était en réalité souhaité. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait encore une fois de faire d'énormes gains de productivité. Il fallait retrouver l'autonomie alimentaire en Europe. Il fallait donc inciter chaque agriculteur à devenir plus efficace, à accroître ses rendements et aussi pousser les agriculteurs, les propriétaires de petites fermes séparées les unes des autres, à se regrouper entre eux afin d'avoir, encore une fois, de grandes surfaces à exploiter et de faire baisser les coûts de production. Et c'est bien ce qui s'est passé. La PAC a atteint ses objectifs au-delà de toutes les espérances. Et le résultat, donc, c'est que le monde agricole aujourd'hui est très, très, très inégalitaire. Il y a certes beaucoup de travailleurs pauvres, mais il y a aussi quelques stars de l'agriculture qui sont très riches. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que, outre la FNSEA, vous êtes effectivement à la tête d'un des géants de l'agroalimentaire en France, qui est donc le groupe Avril, qui produit les huiles Le Sieur et Puget. Et ça a des conséquences politiques importantes. Ces riches agriculteurs disposent des moyens financiers au sein de leur atroce syndicat, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la fameuse FNSEA, de financer l'ensemble
des activités revendicatives de tous les agriculteurs. La FNSEA est très contente qu'il existe en effet des petits agriculteurs pauvres, qu'elle met en avant dans les manifestations, qu'elle pousse devant les caméras de télévision pour ensuite obtenir des aides qui vont bénéficier à la totalité de la profession, y compris donc aux gros agriculteurs très productivistes, très polluants, qui n'en ont pas du tout besoin. Et d'ailleurs, qui est Arnaud Rousseau, le président actuel de la FNSEA? C'est certes un agriculteur, mais c'est aussi un diplômé d'une école de commerce, qui a d'abord travaillé dans la finance et qui, avec sa femme, possède pas moins de 700 hectares, c'est-à-dire 10 fois la taille d'une exploitation agricole moyenne en France. Le camarade Arnaud est le PDG de plusieurs sociétés, dont celle qui possède les huiles Le Sieur et Puget, et qui réalise chaque année 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. De manière très classique, je commence toujours par regarder le marché. J'ai un logiciel de gestion de mon parcellaire sur lequel je viens saisir l'ensemble des interventions que j'ai fait la veille, y compris pour un aspect économique et comptable, puisque je suis capable de dire ce que me coûte ma production. Un agriculteur, certes, mais surtout un businessman très avisé, est très opposé à l'écologie. En réalité, l'agriculture combine les deux pires aspects de nos sociétés modernes. D'une part, le marché à outrance, et d'autre part, la pollution à outrance. Et non seulement nous n'arrivons pas à sortir de cette logique, mais nous l'aggravons puisque, tenez-vous bien, la majorité des députés au Parlement européen se sont dit, très récemment, que c'était une bonne chose, une bonne idée, d'accroître encore les échanges agricoles entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire le point du globe qui est le plus éloigné de chez nous. Et parmi les députés européens qui ont voté en faveur de cet accord de libre-échange agricole complètement délirant pour importer du lait et du fromage venant de Nouvelle-Zélande, on trouve des députés de gauche européens, des députés écologistes européens. Oui, oui, je vous propose d'écouter Pascal Canfin, qui préside au sein du Parlement européen la commission dite de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, qui fait, dans cet extrait, la leçon aux députés français. Cette semaine au Parlement européen, tous les Verts, tout le groupe des Verts, qui ne s'est pas devenu climato-sceptique du jour au lendemain, a voté pour cet accord à l'exception des Verts français. Tout le groupe socialiste a voté pour cet accord à l'exception des socialistes français. Le deuxième problème, qui est au cœur du malaise agricole, c'est bien sûr le productivisme. Ici, il existe une solution très simple, très efficace. Diminuer très fortement notre consommation de viande. Et ouais, je sais les amis, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Ducasse, un des plus grands chefs cuisiniers français, et donc du monde évidemment, qui nous dit ceci. Aujourd'hui, dans notre apport de protéines, 80% sont d'origine animale, et donc 20% sont d'origine végétale. Ducasse nous le dit très simplement, il va falloir inverser ces proportions et passer à 80% de protéines d'origine végétale. Si nous le faisons, nous réduirons énormément les pollutions, puisqu'une part très importante des terres agricoles est utilisée pour nourrir les bêtes que nous mangeons par la suite. Moins de viande mangée par nous, ce sont des milliers de champs de soja ou de maïs, aujourd'hui utilisés pour nourrir les bêtes, que l'on pourrait supprimer et donc effectuer des économies fantastiques d'eau qui va devenir de plus en plus rare, y compris en France. Alors vous allez me dire, ça me fait chier, j'ai pas envie d'être végétarien. Bah moi non plus. Je viens d'une famille lyonnaise et quand j'étais petit, mon légume favori, c'était le saucisson. Mais réfléchissons. Réfléchissons. Est-ce que nous sommes vraiment contents de faire mourir des espèces, de créer de la sécheresse avec nos doubles cheeseburgers, nos entrecôtes, nos kebabs, nos tacos? Est-ce que cela ne pourrait même pas être un projet enthousiasmant, que la France se dise et dise au monde, comme aime faire le président Macron, « Make our planet great again ». Oui, nous allons devenir un grand pays végétarien. Enfin, en tout cas, le plus végétarien possible, quoi, vous voyez l'idée. Est-ce que même ça ne pourrait pas être fait de façon un peu rigolote, de façon un peu ludique? Est-ce que ce ne serait pas une façon de retrouver un peu d'espoir, de réduire notre culpabilité liée à la souffrance animale? Nous manquons terriblement d'un horizon mobilisateur et je pense que ce projet végétarien que je vous propose, ça pourrait tout à fait en être un, comme le font d'ailleurs de plus en plus de maires, notamment dans les cantines scolaires.
Reste le problème du marché. Là aussi, c'est assez simple. Revenons aux bons aspects de la PAC, c'est-à-dire d'une part le protectionnisme et d'autre part les prix d'achat garantis. Alors à propos du protectionnisme, on ne perd pas de temps, il doit évidemment être national. Ce n'est pas la peine de se raconter des histoires de protectionnisme européen, puisque dans le domaine agricole, comme d'ailleurs dans le domaine industriel, les déficits commerciaux de la France viennent d'abord de nos échanges avec les autres pays membres de l'Union européenne. Et oui, le problème de la France, c'est moins la Chine que la Roumanie ou la Pologne, en raison des hallucinants écarts de niveau de vie et de salaire qui existent au sein de cette immense zone de libre-échange qu'est l'Union européenne. Mais attention, quand je parle de protectionnisme, c'est simplement de sortir du libre-échange intégral total qui existe actuellement. Il faudrait par exemple instaurer des droits de douane vis-à-vis des pays où les législations sociales et environnementales sont plus faibles que les nôtres, pour simplement que la concurrence soit enfin équitable. D'ailleurs, savez-vous que si l'égalité de salaire entre hommes et femmes a été inscrite dans le traité de Rome signé en 1957, c'est à la demande de la France ? Eh oui, la France était à l'époque le pays le plus avancé en matière d'égalité salariale, puisqu'une loi de 1950 prévoyait l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes. Et donc, notre pays craignait la concurrence déloyale des autres pays européens dans les secteurs comme justement l'agriculture, où les femmes étaient très nombreuses et très mal payées, voire pas payées du tout, comme par exemple en Italie. La dernière chose, c'est le prix d'achat garanti. On voit, avec l'exemple du lait, que tout ce que demandent les producteurs, ce sont quelques petits centimes de plus par litre. Si on leur accordait cette augmentation du prix, ça changerait tout pour eux et ça ne changerait rien du tout pour la grande majorité d'entre nous. Je précise qu'un prix d'achat garanti ne coûte rien à l'État et il rééquilibrerait le rapport de force entre d'un côté les agriculteurs et de l'autre côté les grandes surfaces, la grande distribution. C'est en réalité une solution évidente. La stabilité des prix, leur prévisibilité dans le temps sont une nécessité absolue. C'est le seul moyen de calmer les angoisses très légitimes des agriculteurs concernant leur avenir. J'exprime ma colère, je vais vous donner un exemple très simple. Depuis 3 jours, j'ai des brocolis, je leur propose, ils ne m'achètent pas. Moi, je me retrouve coincé, j'ai plus d'autre solution pour vendre. Et la semaine prochaine, ils imposent une promotion. C'est ou j'accepte ou je jette ma marchandise. J'ai pas le choix. Si nous avions une stabilité des prix de vente, cela leur permettrait de faire les investissements nécessaires, comme la conversion à l'agriculture écologique. Et bien sûr, ce prix d'achat garanti peut tout à fait être fixé de façon intelligente, à un juste niveau. Il peut être révisé régulièrement, etc. Bien sûr, aucune des solutions que je vous propose ici n'est parfaite. Réfléchissons à leurs limites. Concernant le commerce international, il s'agit simplement de revenir à un commerce équitable, juste, à une concurrence non faussée. Certes, il est possible que cela entraîne des mesures de rétorsion de la part d'autres pays, mais je pense que la France doit porter ce projet d'une juste concurrence, sans quoi la situation sociale va devenir intenable, chez nous, comme d'ailleurs dans les autres pays. Concernant maintenant le prix d'achat garanti, il est possible que cela accroisse le prix de vente pour les consommateurs. C'est vrai. Mais ce n'est pas sûr. Si les marges des intermédiaires sont réduites, la hausse du prix accordé aux agriculteurs peut être compensée. Ceci dit, on ne va pas se mentir. La nourriture va coûter de plus en plus cher. La seule solution, la vraie solution durable, c'est de manger plus sainement, de réduire les chips, les sodas, les produits très transformés qui nous coûtent cher, qui nous rendent malades, qui engorgent nos hôpitaux et qui endettent notre chère sécurité sociale. Enfin, dernier point, l'écologie radicale est-elle incompatible avec le fait d'arriver à nourrir la planète ? Eh bien, pas du tout. Dans ce domaine tout particulièrement, nous sommes intoxiqués par un discours dominant, alors que la très grande majorité d'entre nous ne connaissons rien du tout à l'agriculture. Alors, juste pour vous faire un peu pétiller le cerveau, je vous propose les 3 réflexions suivantes. Tout d'abord, la permaculture, c'est-à-dire l'agriculture permanente, qui se donne pour objectif d'utiliser au maximum les potentialités du sol en utilisant les complémentarités qui existent entre les espèces, entre les différents types de cultures. En Normandie, la ferme du Bec et Loing, sur 5 petits hectares, produit des quantités phénoménales de fruits et de légumes
avec des méthodes entièrement naturelles. Puisant dans les savoirs ancestraux qui permettaient à Paris d'être autosuffisante en légumes au XIXe siècle, les deux fondateurs de la ferme, Perrine Bulgheroni et Charles Hervé Gruyère, font presque tout à la main ou seulement avec l'aide de la traction animale. Ce sont de merveilleux formateurs qui ont déjà transmis leur savoir à plus de 5000 personnes. Allez leur rendre visite. La deuxième idée que je vous propose, c'est celle de l'agronome Marc Dufumier, le bien nommé, qui explique très clairement que l'agroécologie peut parfaitement nourrir 10 milliards d'êtres humains, à condition, tout simplement, de pratiquer une agriculture intelligente qui observe. C'est toujours la même chose, observer. Une agriculture qui observe le vivant, qui observe les interactions entre les végétaux, les interactions entre les hommes et les animaux, et qui prennent en compte l'ensemble des éléments biologiques, physiques et climatiques qui ne cessent bien sûr de changer, ce qui nécessite évidemment une adaptation permanente. Enfin, vous allez me dire, mais c'est beaucoup de travail humain, tous les trucs écologiques que tu nous proposes là, Gilles. Bah oui, c'est vrai. Mais franchement, sans aucun romantisme, je pense que ce sont là des emplois qui ont bien plus de sens que beaucoup d'autres qui existent aujourd'hui. Et il se peut même que l'agriculture écologique ne nécessite pas tant que ça de travail. Selon deux microbiologistes, Lydia et Claude Bourguignon, eux aussi au nom rigolo, qui ont bourlingué aux quatre coins du monde depuis des décennies, il faut, écoutez-moi bien, cesser de labourer les sols afin d'y préserver et d'y développer la vie. Nous considérons qu'on ne peut pas interpréter correctement un sol si on n'a pas une approche à la fois physique, chimique et biologique. Et nous faisons en plus de l'analyse de sol. Nous ne faisons pas de l'analyse de terre envoyée par la poste. Nous allons sur le terrain avec l'agriculteur, on fait le profil et on regarde l'état de son sol. Et donc on regarde dans quel niveau de dégradation il est. Est-ce qu'il a perdu sa faune? Est-ce qu'il est déjà en lessivage? Est-ce qu'il a des problèmes d'érosion? Comme il l'explique, l'utilisation d'engrais minéralise les sols, les rend infertiles. Lydia et Claude travaillent avec des agriculteurs depuis des années dont les sols sont abîmés, dont sont devenus infertiles, et ils leur apprennent à rendre leur sol à nouveau vivant en diminuant les engrais, en arrêtant le labour, en utilisant du paillage et différentes techniques. On regarde le sol sur les trois plans et ensuite on rentre au laboratoire, on rapporte les différents horizons du sol, on les analyse et là on va conseiller l'agriculteur pour baisser les engrais, arrêter les labours, passer un semi-direct sous couvert ou apporter du mulch ou du bois raméal fragmenté. Disons qu'en fonction du niveau de dégradation du sol, on va lui apprendre des techniques qui remettent son sol debout. Les époux Bourguignon sauvent les sols, les lombrics et les agriculteurs. Vive les Bourguignons! Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette chronique Comprendre l'éco, que vous pouvez retrouver plus ou moins une fois par mois le mardi. Pour ne pas rater mes chroniques, mais également les autres excellentes productions de Blast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Blast et à activer la petite cloche. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce que j'espère de tout mon cœur, pensez à mettre un pouce bleu et, pour celles et ceux qui le peuvent, à financer Blast en faisant un don ou en vous abonnant, car vous le savez, ce média a absolument besoin de votre soutien. L'économie, c'est simple finalement. Bien comprendre comment ça marche nous permettra de trouver ensemble, je l'espère, des solutions pour vivre mieux. On se retrouve prochainement pour résoudre ce mystère. Mais pourquoi donc tant d'économistes, de journalistes, d'hommes et de femmes politiques sont en faveur du libre-échange alors que ce système nous fait tant de mal ? Eh bien, je vous explique tout ça la prochaine fois. À bientôt sur Blast.